sol, comment on s'en sort avec le système ETS, tout ça, juste pour en parler. Et il est intervenu avec Jules dans un secteur où vous avez fait un film, c'est une histoire un peu drôle, mais je ne sais pas si c'est ça que je vais parler essentiellement, pour être très drôle, je ne sais pas. Nader, qui travaille toujours dans ce secteur-là, le cinéma. Jules, tu es réalisateur de films, et Maëva, donc, elle est psychiatre doctorée depuis 3 jours, c'est ça? Désolé, et j'ai entendu sa thèse, elle est super intéressante. Donc, tu travailles beaucoup avec d'autres gens autour, avec ces collectifs ou associations qui s'appellent Underground Psychiatrie, qui rassemble et des soignants, des non-soignants, des usagers de la psychiatrie, des ex-usagers de la psychiatrie, des proches de collectifs divers. Et puis pour promouvoir les pratiques qui viennent tous des pays scandinaves, qui s'appelle Open Dialogue, commence à être un peu connu dans plein d'endroits parce que c'est une tentative de sortir de rapports très asymétriques, entre les soignants et les patients, en convoquant les milieux des gens, des ressources qui leur sont proches. Voilà. Et il y a un aspect qui est très important, c'est justement la crise. D'ailleurs, elle est aussi née de cette tentative de reconsidérer des modes d'intervention face à des moments de décompensation, des fondements différents que les formes de contention, que ce soit par les psychotropes ou par l'enfermement, etc. Donc c'est de ça surtout que... Voilà, je ne sais pas si vous avez évoqué aussi... Oui, voilà. Parce que Nader, en fait dans l'association, l'idée c'est de parler de pratiques qu'on est allé découvrir à l'étranger avec Jules pendant plusieurs mois. Mais du coup, dans l'association, il y a aussi par exemple Nader qui anime des temps et dont il voulait vous parler. Il y a un trépied dans l'association qui est à la fois le fait de faire des rencontres, il y a à la fois la formation, parce que du coup on est devenu organisme de formation justement pour pouvoir proposer aux personnes des formations auxquelles on n'a pas accès en France, et en fait c'est le fait de pouvoir ouvrir en fait certains débats qui sont compliqués à ouvrir en France. Et il y a aussi le troisième pied du trépied qui est l'audiovisuel, et du coup ça c'est Jules qui Et j'ai juste oublié, peut-être qu'on pourrait mentionner à un moment donné, Maëva, que tu t'es intéressé particulièrement à la question des médicaments, des psychotropes, et que tu as fait un travail de recherche autour de ça et sur la fiction un peu scientiste, que les psychotropes qui sont super efficaces et que tout va bien dans le meilleur monde. Voilà, j'en dirai aussi quelques choses. Bonjour à tous, je suis Jean, le réalisateur. On s'est tous rencontrés et associés, on va dire, après une tentative de film pendant un confinement. Qui nous a soudés, le film n'a pas abouti, c'était très compliqué avec l'institution. Après coup, en fait. Et moi, je m'intéresse beaucoup aux ressources personnelles, et notamment des dits usagers, et par extension aussi aux approches de soins et ce qui est pratique. On s'est rencontré avec Maëva sur les SDLFO. Je crois qu'il y a des représentants ici aussi, c'est cool. Et à l'issue en suivant son internat, en fait, Maëva a vu que son enseignement ne lui permettait pas de répondre aux besoins des patients. Sa hiérarchie lui pose beaucoup de problèmes. Et moi, je découvrais en fait l'envers du décor aussi de ce côté de l'hospitalisation et de tout ce système-là. Et du coup, en écoutant les personnes concernées, en fait, c'est beaucoup, voilà, il y a plein de pistes à l'étranger, on aimerait bien que ça soit comme ça en France. Et du coup, on est parti à l'étranger un peu à la recherche de ces approches, de ces personnes qui nous ont super accueillis. Et on a pu développer un réseau comme ça et approfondir en particulier l'open dialogue et le drug free, où Maëva a fait sa thèse, et donc elle a rendu récemment, elle a reçu aussi beaucoup de mentions. Et en fait, l'association, donc, et avec aussi un
fait sur donc, la pratique. Il y a voilà, des soignants qui pratiquent et il y a aussi de la recherche. Donc on a été subventionné pour un projet de recherche avec la Finlande. On a aussi donc, créé un organisme de formation pour donner accès à ce type de formation qu'on organise. On essaie de aussi les rendre accessibles le plus possible. Et puis le cinéma, où on fait beaucoup d'interviews, qu'on traduit, qu'on monte et qu'on fait aussi la captation des colloques à l'étranger et avec les personnes concernées, on fabrique les interviews, c'est-à-dire les questions et tout. On se rend à l'étranger, on les rencontre, on leur pose toutes ces questions et on revient en France avec les interviews qu'on essaie de diffuser. Et après, les Français puissent connaître leur travail et les personnes. Et puis après, on organise des colloques et des journées par des trainings où là, on diffuse de l'enseignement à la source. Quoi. Voilà. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Moi, c'était pas très prévu que je parle aujourd'hui, mais comme je suis là, m'a proposé de dire quelques mots. Donc, c'est vrai qu'on s'est rencontrés quand Maëva est arrivée sur le secteur de Villiers-sur-Marne, en 4e de psychiatrie. C'était une belle rencontre, ça l'est toujours, même si on se bagarre encore un peu. Et donc, avec son départ à la fin de ses stages avec nous, il y a eu cette idée, parce qu'il y avait une petite équipe qui s'était un peu rencontrée pour poursuivre quelque chose, et c'est là où on a pensé à créer cette association. Moi, je pense que ce qui vous intéresse surtout aujourd'hui, c'est aussi un peu savoir ce que c'est que l'open dialogue et comment on traite les crises au départ. Hein, c'est ça un peu, donc moi je ne vais pas trop parler, mais juste pour vous dire un peu la suite de ce que moi j'ai imaginé dans ma place dans cette association underground psychiatrie. Et en fait tout ça, c'est ce qui crée en fait l'histoire, hein, l'aventure. L'idée c'est comment participer à une aventure et comment se trouver une place dans une aventure, aussi bien pour l'association que par exemple ici, si vous faites quelle aventure vous voulez participer. Donc ça c'est toujours une question. Et donc pour la petite anecdote, donc Youpi, c'est un monsieur qui venait dans le secteur là où je travaille, qui était un grand monsieur très aidant pour beaucoup de personnes, aussi bien les soignants que les soignés. Il avait inventé un journal qui sortait avec ses propres moyens, actes gratuits. Là aussi, c'était un monsieur qui avait fait du marketing, qui avait fait des études de ça, et après il avait été fréquenter la psychiatrie. Mais il était un grand esprit créateur, donc actes gratuits, déjà je pense que dans notre société actuelle, c'est un grand signifiant, hein, Joseph, peut-être que nous en parlerons un peu. Et donc, pour l'instant, acte gratuit, donc c'est un sketch aussi, c'était des petits sketchs de bande dessinée qu'il faisait, et que par exemple nous on essaye avec l'association peut-être à un moment de les publier, en accord avec la famille. Donc on essaye un peu de donner peut-être de la voix ou d'importance à petites choses que chacun peut faire. Et une des petites choses que moi je propose dans cette association, et peut-être que c'est comme ça que je vais terminer, parce que c'est en général prendre des mots qu'on utilise ou des idées qui circulent pour essayer de les ouvrir un peu et discuter un peu. Parce que par exemple, depuis que je suis arrivé ce matin, j'ai entendu le mot soin ou psychiatrie ou médecin. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les prononce, on dirait qu'on est un peu, qu'on est un peu troublé et on a du mal à les utiliser. Par exemple, je ne suis pas intervenu tout à l'heure, mais je pense que aussi bien l'hôpital, la psychiatrie ou quoi que ce soit, il y a des endroits où ça fonctionne et des endroits où ça ne fonctionne pas. Et l'idée, c'est de voir comment ces termes-là, on peut les mettre au travail et les faire fonctionner, plutôt que ça ne fonctionne pas du tout. Hein. Et là où on en est actuellement, c'est peut-être que ça a du mal à fonctionner. Et c'est bien qu'on puisse avoir des moments comme ça. Et donc, c'est ce que j'ai proposé dans l'association Youpi, Underground Psychiatrie. Ah, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai que dans n'importe quelle psychiatrie, je pense qu'il y a de l'underground. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aussi sur le 4e secteur. C'est-à-dire que, par exemple, ce monsieur dont je parlais, il faisait une buvette à une époque où il faisait le café chez lui et il venait distribuer derrière les grilles de café aux gens qui étaient à l'hôpital. Et ça, c'était une initiative personnelle. Alors, ça lui a créé beaucoup de difficultés en rapport avec l'institution,
Eh ben, quand lui il n'a plus le fait, moi j'ai réussi à faire une buvette que s'appelle buvette pop-up, où à 20 centimes ou 30 centimes, alors on n'a toujours pas de cafetière, mais le soda et les sirops sont à 10 et 30 centimes. Et on peut même, alors ça, dans des moments comme ça, on peut parler des choses un peu illicites, subversives qu'on fait, mais ne les notez pas et ne les faites pas circuler. Par exemple, on fait aussi du troc de tabac. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas de cigarette, vous connaissez ceux qui connaissent la psychiatrie, vous savez que c'est une grande difficulté pour les gens qui sont enfermés. Bah, nous, on a un paquet de tabac où on peut dépanner les gens contre 10 centimes, 20 centimes ou gratuitement par rapport au tabac. Et donc, c'est juste pour vous dire que nous, dans l'association Youpi, en psychiatrie, donc moi, en lien avec l'Open Dialogue, tout ça, parce que c'est l'idée aussi, c'est de pouvoir tranquillement parler de sujets compliqués des fois. Et donc, un dimanche par mois, j'ai mis en place quelque chose qui s'appelle la causerie du dimanche. Vous êtes les bienvenus si vous avez envie, une fois par mois. Pour l'instant, ça se trouve à Belleville. On en a fait 7-8. Si vous voulez un peu lire ce qui a été déjà abordé, mais on peut les voir réaborder. On est là pour ça. C'est sur notre site que Maëva et quelques collègues ont réussi à mettre en place. C'est Assos, Youpi Assos, c'est ça ? youpiasso.fr. Donc vous avez toutes les informations. Et vous êtes les bienvenus aux causeries du dimanche si vous voulez. Vous pouvez laisser votre mail. Peut-être face à Bernard. Non, Bernard, ça aurait été pas mal, mais là c'est en fait une association dans laquelle moi j'avais travaillé avant pendant 16 ans, qui s'appelle Le Passage, qui maintenant est gérée par... Alors là aussi, c'est-à-dire que pour l'instant la directrice que je connais, qui m'apprécie bien, me donne la permission de faire ça là-bas. Mais rien n'est officiel. Pour l'instant, c'est officiel. Et juste avant, on a été aussi dans un milieu qui est assez intéressant. C'est le Graziella, comment ça s'appelle ? C'est le village Ray. Voilà, village Ray, où c'est une sorte de squat artistique, c'est ça hein. Donc on a fait 2-3 fois là-bas, mais c'est vrai que c'était un peu loin. Donc maintenant, c'est à Belleville. C'est encore plus... Donc tout le monde est bienvenu. Voilà. Je vais commencer à parler de ces pratiques qu'on a allé découvrir à l'étranger. Juste, je situe les choses, c'est-à-dire que moi, là, je viens de terminer mon internat de psychiatrie. Lorsqu'on a décidé de partir, c'était à la moitié de mon internat, donc on est parti pendant 6 mois. Moi, j'ai hyper mal vécu l'internat. J'ai été dans des stages où il y avait beaucoup de... Alors je ne sais pas que c'est partout comme ça, mais en tous les cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'était des endroits très maltraitants, où la question des droits des patients n'était pas du tout évident, justement parce qu'il y avait cette question de la crise. La crise serait un moment un peu d'exception où on peut mettre en suspens plein de choses, dont la dignité des gens. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui m'a parlé. Et donc, en écoutant en fait les personnes en soins, les proches aussi de ces personnes-là, en lisant sur Internet, je me suis rendu compte que il y avait que dans d'autres pays, on avait réussi à développer des systèmes de psychiatrie et non pas d'antipsychiatrie, c'est-à-dire qu'on assume tout à fait le fait qu'on fait de la psychiatrie, mais qu'on le fait d'une autre manière. Dans ces endroits-là, alors moi il y a particulièrement 2 endroits qui m'ont marqué, mais le premier dont je vais parler c'est donc la Finlande avec donc un dispositif qui s'est déployé à partir du milieu des années 80. Qui s'appelle donc Open Dialogue, qui a été donc initié dans Laponie occidentale, dans le cadre d'un projet de recherche où il y avait une véritable quand même volonté politique au niveau national de mettre au centre des soins, et j'utilise le mot soin, la psychothérapie, de décentrer la prise en charge des personnes des psychotropes et d'intégrer énormément les proches, et que tout ça, on considérait que c'était possible dès la crise. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas, lorsque la personne était en crise, on ne décidait pas qu'on allait le sédater et qu'on verrait le lendemain quand ça irait mieux qu'il aurait atterri pour pouvoir lui parler. On allait tout de suite en fait mettre en place tout un dispositif. Il y a une chose qui est très importante, c'est que par plein d'endroits,
Ce dispositif, il ressemble à la politique de secteur. Une politique de secteur qui avait été pensée d'une certaine manière, pour laquelle il y avait toute une philosophie, et qui, à mon sens, a été un peu avortée en cours de route. Et vraiment, c'est très dommage, mais ce dispositif-là, il est dans le même esprit. Il y a quelque chose qui dépasse ce dispositif de secteur. Quand une personne est en crise, dans ce dispositif, il y a donc évidemment un appel d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24 toute l'année qui est disponible en fait, pour répondre au téléphone à cette personne. Et à partir du moment où on répond à une demande, on va prendre la responsabilité de la prise en charge. C'est-à-dire la personne qui répond, évidemment c'est à tour de rôle, va s'engager. Si c'est pour 2 mois, 2 ans, 10 ans, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette personne-là va s'engager dans un possible long terme, et du coup on est loin des dispositifs qui se créent actuellement, où on dit prise en charge de la crise 6 semaines, et puis après relais sur le secteur, parce qu'en ce moment fleurissent en France et ailleurs bien sûr plein de dispositifs, plein d'équipes mobiles, mais qui sont articulées à rien du tout. Et donc là, en fait, tout le secteur, en fait, c'est comme si à un moment donné, tout le secteur pouvait devenir mobile en fait, et se mobiliser. Et toutes les personnes qui vont intervenir donc, dans ce qu'ils appellent la réunion de traitement, qui est cette unité qui va se constituer, dont je vais parler après, toutes ces personnes-là circulent dans toutes les unités. Donc lorsque la personne appelle, et la personne qui prend l'appel constitue une équipe. Cette équipe-là, dont la personne qui répond au téléphone, va se déplacer soit à domicile, soit dans un lieu choisi par la personne, un lieu où elle va se sentir bien, et il est demandé à la personne d'inviter les personnes qui lui semblent importantes pour faire cette première réunion de traitement. Si c'est un proche qui appelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas évacuer la demande parce que ce n'est pas la personne concernée qui appelle. On va prendre le temps de faire une réunion avec le proche et d'autres personnes qu'il aura choisies. Dans ce moment-là, il peut évidemment, en Finlande aussi, il y a la contrainte, il n'y a pas de contrainte. Et donc, une personne qui va être par exemple emmenée par la police directement à l'hôpital va être tout de suite accueillie à l'hôpital par ce dispositif-là de réunion de traitement, dans lequel il y aura une personne de l'intra, évidemment, et puis peut-être une personne de l'extra. En fait, en fonction du type de situation, on va s'ajuster par rapport aux personnes qu'on invite. Donc, on considère, et là je pense que c'est important, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que même si la personne est en crise, même si la personne est en crise, même si la personne n'est pas rationnelle, et là je mets vraiment des guillemets, on considère qu'on peut tout à fait prendre en compte dans la prise de décision ce que la personne va exprimer, évidemment dans une certaine mesure, mais on ne va pas considérer que, comme elle est délirante, on met je mets des guillemets, on met entre parenthèses ce qu'elle va pouvoir dire à ce moment-là. Donc la réunion s'organise dans les 24 heures, ça dépend de la situation. Et ce dispositif-là, qui au début a été développé pour répondre aux crises qu'on dit psychotiques, c'est peu à peu étendu en fait à tout type de crise en fait. Il n'y a pas à ce moment-là, il n'y a pas de tri diagnostique. Le seul usage qu'ils ont pu faire du diagnostic, c'était pour répondre à des exigences de recherche. Et c'est là où quand même il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans une certaine mesure, sans négliger en fait leur esprit, leur vision des soins et de la personne, parce qu'eux ils sont plutôt dans une approche à la fois phénoménologique et social constructiviste, ils ont décidé quand même de faire de la recherche, parce que la recherche c'est aussi ce qui permet de tenir tête à d'autres dispositifs.
Et donc c'est aussi ça qui fait leur force et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, ils ont des études avec des cohortes où des personnes ont été suivies sur 20 ans et qui peuvent présenter des résultats, présenter à la fois des éléments de clinique, mais à la fois des éléments quantitatifs. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, moi, m'a intéressée parce que quand j'ai commencé à fréquenter, évidemment, les milieux où il y avait plein de militants du secteur, de la psychothérapie institutionnelle, etc., il y avait un espèce de vallée rétro-satanas de tout ce qui pouvait être de la recherche et de l'evidence-based medicine, qui est évidemment actuellement étalon au niveau de la recherche en médecine et en psychiatrie, mais qui est pleine de biais et qui du coup est de plus en plus décriée à l'étranger. Bon, en France, c'est pas encore le cas, et donc, mais eux ont quand même réussi. En fait, ils ont décidé de jouer ce jeu-là, tout en conservant certains critères pour ne pas, entre guillemets, être complètement calqués sur ce modèle-là, pour justement rivaliser. Et tout à l'heure, quand je posais la question, je parlais de la question de l'efficacité, c'est-à-dire que si on est allé rencontrer aussi ces équipes, c'est parce qu'ils ont réussi pendant 40 ans, puisque maintenant ça fait 40 ans, à se développer, à pouvoir faire valoir ce type de soins et ce type d'organisation de soins dans leur pays. Mais c'est aussi quelque chose qui a été, qui s'est diffusé en fait dans tout un tas de pays. C'est-à-dire que donc la semaine prochaine, il y a un professeur finlandais là, qui l'a créé, qui vient à Paris. Il est accompagné d'une psy qui, elle, est paraguayenne. Et en fait, ils sont allés au Paraguay, ils ont travaillé avec les équipes, ils ont pu développer quelque chose, évidemment, avec le contexte local et tout, mais qui serait de cet ordre-là. Et ça, ils sont allés au Japon, ils sont allés dans plein d'endroits. Et ça, c'est quand même quelque chose que moi, j'avais trouvé intéressant, en fait, de ma place d'interne, puisque les seules initiatives, par exemple, moi j'ai lu Dostoïevski, forcément, j'étais allée à la Borde, et en fait, c'est resté des petites unités, mais qui n'ont pas diffusé dans le système. Alors eux, ce qu'ils disent, c'est que nous, on est le système, nous, on est la psychiatrie, et on n'est pas une initiative à la marge, on n'est pas de l'antipsychiatrie, on n'est pas une communisate de la psychiatrie. On a réussi, en fait, à changer le système. Et moi, c'était ça qui m'intéressait beaucoup, parce que ça montrait aussi qu'on ne peut pas dissocier en fait l'organisation des soins de ce qui va se jouer dans la salle d'entretien. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on va faire de l'open dialogue dans un dispositif de psychiatrie ségrégative et asilaire. En fait, ce n'est pas possible. Et donc, dans ces caractéristiques-là qui permettent ça, il y a évidemment le fait que ça soit mobile, il y a le fait que ça soit aussi, ça limite énormément l'hospitalisation. Ils vont vraiment tenter, donc au départ, ils vont faire par exemple des réunions quotidiennes de traitement qui vont être avec les proches, etc. à domicile. Ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, plus si c'est nécessaire. Ils vont pouvoir, à chaque réunion de traitement, incorporer. Il y a un côté très organique en fait dans cette pratique qui est hyper intéressant et qui est vraiment à l'antithèse du côté agrégatif en fait de ce qu'on a aujourd'hui dans le système en psychiatrie, qui est un espèce d'empilement en fait de dispositifs sans cohérence et qui n'était pas présent dans l'idée du secteur, qui était plutôt organique. Et ils vont justement limiter au maximum l'hospitalisation. Et un des points qui est très intéressant, c'est que par cette pratique, et non pas par conviction idéologique de base, ils se sont rendus compte que ça limitait énormément l'utilisation des neuroleptiques. C'est-à-dire qu'ils réussissent à prescrire moins, et à aider que par exemple dans les cas où une prescription a été nécessaire parce que c'était vraiment trop compliqué, la prescription elle est toujours remise en question et réactualisée. On n'est pas du tout dans la politique qu'on peut entendre ici dans les médias ou ailleurs, parce que ce type de psychiatrie évidemment est
entre guillemets mondialisé, de dire c'est une maladie chronique, il faut prendre son traitement à vie, etc. On est loin de l'aspect essentialisant de ce que maintenant on appelle la psychiatrie de précision, où en fait il faut faire le bon diagnostic pour avoir le bon traitement et puis pour faire sa réhabilitation psychosociale derrière. Ça, cette question-là du diagnostic, vraiment, eux, ils l'ont cantonné à la recherche pour pouvoir continuer à être dans le jeu, en fait, et pour pouvoir être efficace. Voilà. Non, après... vas-y. Juste par rapport à ce que tu dis là, ça me permet aussi de rajouter un truc que je voulais, quand je disais qu'on a des mots comme ça qui nous font un peu peur et on ne met pas au travail, c'est comment on met un diagnostic au travail, comment quelque chose peut mettre. C'est-à-dire que c'est pas juste en posant un mot que c'est fini, c'est dans une continuité, dans une dynamique qu'il faut travailler tous les jours et au quotidien. C'est ce que tu dis qui se passe là-bas. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas juste avec un mot, on met les mots au travail. Mais moi, je me suis toujours posé une question par rapport à la police. C'est étendu à niveau de la Finlande entière. Oui, il y a des endroits où ça s'est dispersé. Après, ça n'a pas été... Là, en gros, c'est vraiment le système de soins par lequel tout le monde passe à l'échelle d'une ARS, quoi. Est-ce que tu penses qu'il est un peu débiteur d'une certaine densité des liens de communauté là où il y a Alors, je pense que forcément, la société... Ça permet de noter, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un tissu plus dense que l'espace des agrégations sociales? Alors, c'est quand même un endroit où il y a, au niveau des caractéristiques, on va dire, de la population, c'est un endroit où, en fait, quand le programme a été lancé, c'était l'endroit où il y avait le plus d'incidence. L'incidence était la plus haute au niveau du diagnostic de schizophrénie. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce plan qui s'est lancé, etc. C'est une population, il y a peu de migration. C'est une population qui a été... C'est une région qui a été désertée, pas désertée, mais qui a été très appauvrie suite à l'industrialisation, à la chute de l'industrialisation. C'est aussi, la Finlande, c'est un pays qui a connu de multiples vagues d'invasion, qui a connu plusieurs... et donc, d'occupation, d'occupation. Et donc, ce qui est le sous-bassement théorique qu'ils utilisent avec le dialogisme, etc., on peut penser que ça n'a peut-être pas émergé et parlé à cet endroit pour rien. Après, le professeur Sekula, c'est un de ceux qui a développé ça avec Birgitta Lakar, a beaucoup travaillé avec un autre, qui est cette fois un Norvégien, qui a travaillé sur les processus réflexifs, dont je vais parler après. Et ça, ensuite, ça s'est vraiment développé dans toute l'Amérique du Sud en partant du Brésil. Donc il y a eu aussi tout ce contexte d'aller-retour entre la Finlande et la Norvège, et puis ensuite l'Amérique du Sud. Il y a quelque chose qui est assez différent peut-être de ce qu'on connaît, c'est le fait que rien n'est dit sans la personne. C'est-à-dire que la réunion de traitement, il y a la personne qui est concernée, même si elle est en crise, et on ne va pas parler de la personne, sans elle. On va toujours faire en sorte qu'elle soit présente. Et si... Comme ça, on évite la folie. Par rapport à la question du Je crois qu'il me manque un bout. Est-ce que tu peux redonner 2-3 grands principes? Parce que j'ai l'impression d'avoir, quand tu rends des faits, j'ai échappé un peu. D'accord, donc l'axe central, le cœur du dispositif, c'est la réunion de traitement. Au fur et à mesure, dans cette réunion de traitement, il y a 2 ou 3 thérapeutes, plus la personne, plus ses proches, les proches qu'elle a choisi d'inviter, celle qui choisit les personnes. Ou alors, si c'est par exemple quelqu'un qui a, on va dire, dans un contexte français, quelqu'un qui a l'ASE, si elle a envie qu'il y ait son éduc, ou si... c'est ce contexte-là. Cette réunion-là, elle va se répéter quotidiennement dans les 10-15 premiers jours, et en fait, ils se rendent compte que c'est possible que la crise cède dans cette période-là. Après, les rendez-vous, les réunions de traitement vont s'espacer, et au fur et à mesure de cette réunion, va se décider un jour après l'autre. En fait, il n'y a pas de plans qui sont tracés comme on en parlait tout à l'heure. Les choses, en fait, se décident
au jour le jour avec la personne, avec ses proches, et petit à petit, on va par exemple décider que ce serait bien d'avoir un espace de psychothérapie individuelle. Ok, alors la personne va pouvoir programmer, elle va prendre rendez-vous, mais avec toujours cette équipe en fait qui est leur secteur à eux en fait. C'est ça qui est. Là-bas, c'était bien, c'est quand tu fais l'idée. Oui, le cœur du dispositif, c'est vraiment la réunion de traitement. Et ça a un impact social, c'est-à-dire que dans cette région-là, il y a eu jusqu'à une personne sur 8 de la région qui avait déjà été de près ou de loin en fait en contact avec les équipes, et du coup ça change aussi la culture et le regard qu'on peut avoir sur la crise, sur la question de la maladie mentale, où en fait en sortant en fait d'une vision où on essentialise les troubles et où eux considèrent que en fait la crise va survenir à un moment où la personne ne sait plus faire avec quelque chose qui a été difficile pour elle, avec un trauma, avec une angoisse très très forte, etc. Et voit plutôt en fait le symptôme apparaître comme un signal d'alarme ou une capacité à se défendre, entre guillemets, contre quelque chose qui est terrible et menaçant. Et donc ce qui est hyper important, c'est que toute cette pratique-là de l'entretien, de la réunion de traitement, elle est aussi quelque part, donc c'est pas juste une technique en fait, c'est vraiment une vision de soins, et elle est indissociable de cette organisation où tout le monde va être pris dans ce mouvement. En fait, toutes les équipes sont formées en permanence, ensemble, en plus de leurs études. Alors il y a énormément d'infirmiers et de psychos, il y a peu de psychiatres, et du coup, tout le monde, une fois en intégrant cette équipe-là, est reformé pendant minimum 3 ans avec tout le monde, justement à cette approche-là par des plus anciens. Et il y a les infirmiers, les psychos ne sont pas dans un rapport hiérarchique avec le psychiatre, c'est-à-dire qu'il y a tout à fait, dans des situations de crise, le psychiatre n'est pas là tout de suite, il ne faut pas qu'il soit présent absolument. Les infirmiers, les psychos peuvent constituer un binôme et aller intervenir entre guillemets sans en référer à quelqu'un. Ils consulteront le psychiatre, ils peuvent l'appeler pendant la réunion s'il se pose la question des traitements, de la prescription ou autre chose qui nécessite l'expertise. C'est un gros mot, mais à ce moment-là, mais sinon il y a un vrai rapport démocratique dans les équipes, et donc le psychiatre n'a pas du tout une place centrale dans ce dispositif. Est-ce que tu peux prolonger ce propos-là par rapport à la recherche sur la question sur cette scène-là, la scène de psychothérapie? Donc c'est déjà arrivé, c'est ça quoi. Voilà, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient, qu'ils prescrivaient beaucoup moins. Et en fait, l'une des personnes qui a créé ce dispositif-là était psychiatre, travaille énormément sur la réduction médicamenteuse. Et c'est pour ça qu'on est allé aussi voir ensuite avec Jules des expériences de réduction médicamenteuse et de questionnement. Moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai beaucoup lu et travaillé là-dessus. En fait, la question de prescrire à vie un traitement pour une personne qui aurait un trouble n'est pas du tout évidente. En fait, dans la recherche, on se rend compte qu'il y a énormément de biais dans les études qui sont mises en avant. Les études sont en général de durée très courte, alors que quand on fait des cohortes sur le long terme, on se rend compte que, par exemple, il n'y a pas moins de rechutes chez les personnes qui ne sont pas sous antipsychotiques. Quand on fait vraiment sur du long terme, c'est-à-dire sur 7-10 ans. Il y a un autre... Après, il y a beaucoup d'auteurs étrangers qui ont travaillé sur cette question-là, et donc moi c'est vrai que j'étais assez... en fait, ça me manquait, c'est-à-dire que dans la question des psychotropes, on en parle peu, et donc il y a des auteurs qui ont parlé du fait qui appellent ça le mythe de la sérotonine ou le mythe de la dopamine, parce qu'en fait,
même des chercheurs comme Gonon, ils ont expliqué, François Gonon, donc, qui est chercheur au CNRS, qui a beaucoup parlé de comment on transmettait cette information-là, qui en fait est erronée, comment on transmet une information scientifique dans la presse générale et qui en fait est basée sur des études qui, à plus de 50% des cas, vont être invalidées par la suite ou qui sont basées sur des publications non matures, c'est-à-dire des présentations de congrès, etc. Donc ça c'est quand même assez grave parce qu'en fait il y a toute une tradition, enfin moi je l'ai vu pendant l'internat, c'est-à-dire qu'on ne questionne absolument pas la prescription sur le long terme, on ne questionne pas du tout la question du sevrage. Et là, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a eu un décret sur la question de l'irresponsabilité pénale. Et le fait que l'on voulait lever l'irresponsabilité pénale pour les personnes qui auraient arrêté leur psychotrope. Donc ça, c'est assez scandaleux à plusieurs titres. C'est-à-dire que déjà, ces personnes-là, en fait, on a dit, donc les psychiatres, on dit « Ah, mais c'est pas normal de pénaliser ces personnes-là parce que l'arrêt du traitement fait partie des symptômes de la maladie. » Sauf qu'en fait, si vous et moi prenions des neuroleptiques avec le cortège d'effets secondaires que ça comprend, je pense qu'on arrêterait tous nos neuroleptiques. Et le deuxième élément, dans les effets secondaires, il y a quand même les troubles neuro qui peuvent rester sur le long terme, même après qu'on ait arrêté les neuroleptiques, les troubles sexuels, idem, le diabète, la prise de poids, les problèmes ostéo-articulaires et les problèmes cardio. Il y a énormément de choses dont on ne parle pas, dont on n'informe pas les patients. Et du coup, ça fait que normalement, lorsqu'on donne un traitement aux personnes, ils doivent recevoir une information entre guillemets éclairée et information qu'ils ne reçoivent pas. Donc ça, c'est assez... moi, je trouve que c'est assez grave. Et on ne propose pas, à la différence de d'autres pays, d'alternatives à des prises en charge pour des personnes. Il y a des tas de patients qui disent moi, je veux autre chose que des médocs, moi, je veux autre chose que ce type de prise en charge. Donc, dans d'autres pays, on a créé des endroits où on peut accueillir les personnes justement avec ce désir-là. C'est-à-dire, on dit, ok, on donne le choix aux personnes. Elles veulent avoir autre chose, on va leur proposer autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui et qui n'est pas du tout la voie qu'on est en train de prendre en psychiatrie. On est plutôt sur une politique de filière, de tri diagnostic, où en fait on vient renforcer la question du traitement, on vient comparer ça à des choses qui sont de l'ordre du somatique. Dans une émission, il y a une professeure de psychiatrie qui parlait de fracture du bras pour la dépression, je crois. Donc on est quand même loin du compte, quoi. Et voilà. Tu donnais des chances que la vie, et à un moment donné, c'était pour mon baptême, je crois, que tu disais, dans la soutenance, tu disais, il y a la question de savoir clinique, au sens médical, médicaments, je sais pas quoi, ou autre chose, et puis après, il y a ce qu'on appelle savoir expérience, il me semblait que tu étais un peu embêté avec cette sorte de polarisation complète, et tu disais, non, ce qu'il faut, c'est des savoirs entre. Comme on parlait que les espaces dans lesquels les savoirs entre les savoirs d'expérience, parce que tu étais, si je ne me trompe pas, tu étais un peu embêté avec ces surgissements aujourd'hui de l'autodiagnostic, de la réaffiliation à une pathologie, comme ça a été évoqué par Valentin tout à l'heure, etc. Cette sorte de nécessité, une sorte de politique d'identité nouvelle dans les champs de la psychopathologie. Et tu disais, non, tu trouvais une sorte de voilà, est-ce que ces dispositifs-là, ça le permet? Alors du coup, dans cette tout à l'heure, je crois que c'était Lénie qui parlait de la polyphonie. Justement, dans cette réunion de traitement, la polyphonie, le fait que chaque personne va pouvoir parler de son vécu. En fait, on ne parle pas de l'autre, on parle de son vécu et de la situation à travers ce qu'on vit. En fait, il considère que cette polyphonie va permettre de co-construire en fait la suite. On n'est pas dans un savoir expert entre guillemets où les professionnels donneraient la marche à suivre. On n'est pas non plus dans quelque chose où c'est le patient qui sait. On reconnaît évidemment
tout le vécu expérientiel du patient et tout son savoir, même par rapport au traitement, etc. Il y a des personnes en soins qui ont accumulé un savoir incroyable, même de l'institution, des rouages, etc. Donc ça, évidemment. Mais l'idée, c'était de se situer dans cet endroit un peu à cette frontière-là entre l'équipe de soins, qui est une équipe de professionnels, et la personne avec ses proches. Et à cette frontière-là, il y a un espèce de no man's land où à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut surgir et se construire ensemble. En fait, peut-être une zone de non-savoir partagé, ça je ne sais pas, mais en tous les cas, à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut se créer et qui permet que les choses adviennent. Parce qu'une des critiques que j'ai entendues de ces critiques-là, c'est qu'il y a une sorte de colonisation de l'handicapé de l'espace ordinaire, finalement. Je trouve assez drôle parce que je pense que chez les Français, il y a peu de gens qui n'ont pas trouvé dans sa vie aussi. En gros, 80% des Français, ils sont allés consulter des psys. C'est-à-dire que la colonisation qui s'est opérée dans un pays comme le nôtre, ah, pardon. Ah, je parle trop vite. Merci. Non, oui, oui. Non, je disais qu'un des reproches qui sont faits à ces démarches-là, c'est une sorte de, finalement, par la bande, de colonisation par la psychiatrie des sphères ordinaires, des quotidiens. Je disais que moi, j'avais fait un peu rire ça, parce qu'en gros, 80% des Français ont consulté un psy, en psychothérapie, il n'y a pas une grande différence finalement, sauf que c'est un peu plus démocratique. Après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils considèrent vraiment que la crise, c'est un moment de chance. C'est un moment où il y a plein de... Voilà, il peut se passer tout un tas de choses et c'est quelque chose... c'est un moment privilégié qu'il va falloir accompagner. Et pour ça, c'est assez... Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, en fait, il va y avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, qui peut-être va se refermer très rapidement. Et dans ce moment-là, il y a des choses qui sont possibles et que si on était dans une optique de sédater la personne à ce moment-là, de trop la sédater, de l'isoler, etc., on vient écraser en fait ces choses-là qui sont précieuses, qui peuvent être vraiment fragiles, etc. Et donc on a aussi cette responsabilité-là, quand une personne est en crise, d'être présent à ce moment-là et d'être suffisamment sécurisant. Évidemment, l'idée, c'est pas de laisser... souvent, la critique aussi, c'est de dire ah oui, mais c'est les proches qui se retrouvent tout seuls avec la personne. Ben non, pas du tout, en fait. L'équipe va être là vraiment pour rassurer, pour être là. Il peut y avoir même un soignant qui dort à domicile si vraiment c'est hyper aigu et qu'on n'est pas dans une démarche où on veut aller à l'hôpital. Et voilà, du coup, ça c'est hyper important. Je pense que la crise comme chance, c'est pas comme truc pénible à étouffer, quoi. Bah, peut-être que là, on peut ouvrir à l'exposition. C'est 20 minutes. Joanne. Pour le micro. Ah, oui, bonjour. Merci. Je veux bien dire oui, donc on fait le truc. Ça marche pas. Est-ce que ça a allumé? Oui. Oui, ça a allumé. Non, là, ça marche. Il faut que je me présente. Oui, ce serait intéressant parce que tu es dans un truc intéressant. Ah bah après, c'est pas enregistré, hein. Bravo. Moi, c'est Johan de Comme des Fous. Comme des Fous parce qu'on n'est pas des schizos, des pipos, des dépressifs. On nous traite comme des fous. Et voilà. Et je voulais demander au docteur Maeva, en fait. Non, c'est facile. J'avais deux questions. Choix de moi, vas-y. Non, docteur Maeva. Non, docteur Musso, pardon. Excusez-moi. Non, je voulais vous demander. Il y avait deux questions, mais j'ai oublié la première. Il y avait une question, la première que j'avais, la deuxième c'était sur la guérison. Est-ce que tu peux guérir la psychose? Pas toi, mais ta psychiatrie. En fait, tu parles d'une psychiatrie douce, gentille et tout ça. Et on me dirait que Et voilà, la deuxième question c'était ça. Est-ce qu'il sert à quelque chose du coup dans cette psychiatrie nouvelle à l'hôpital en fait? Parce que vu que c'est le lieu des violences psychiatriques et tout ça, est-ce qu'on peut se passer de l'hôpital ou faire autrement? Parce que là, tu n'as pas parlé de l'hôpital, tu as parlé de réunions de traitement qui pourraient se faire ailleurs.
avec des professionnels et tout ça. Et est-ce que tu assumes que ce soit une psychiatrie gentille, même si c'est pas l'antipsychiatrie, t'assumes quand même qu'il y a de la violence derrière, non? Parce que là, toi, tu me présentes tout ce qui est doux, on prend pas beaucoup de médicaments, on traite bien les gens, on écoute ce qu'ils disent, on intègre les familles et tout. Du coup, tout ce qui était mauvais, ça disparaît, c'est ça? En fait, moi, je me permets de parler avant le docteur. La guérison, est-ce qu'il y a la guérison? Oui, justement sur cette question de guérison, tout ça, parce qu'en fait, là c'est vrai que par exemple, quand Maëva dit la crise est une chance, c'est quelque chose qui peut être aussi un peu troublant quand on entend ça, parce que c'est vrai que c'est des moments difficiles et des moments où il y a pas mal de violence des fois qui se passe autour. Mais là où je pense que c'est ça, j'espère que je rejoins un peu ce qu'elle veut dire, c'est que comment on met la crise sur le versant que ça pose des questions, et qu'est-ce qu'on fait de ces questions, et comment on traite ces questions. C'est pour ça que je dis que l'idée, c'est comment on accompagne ces mots-là, et comment on les met au travail. Et quand tu parles de guérison de la psychose, moi je parlerais plutôt de quelle place la psychose peut avoir dans le social, et comment on guérit le social, parce que, pour revenir à ce que je disais, que par rapport aux mots, comment on les met au travail, c'est-à-dire que finalement, comment on se laisse déranger, et c'est là où ça répond un peu à ta question aussi, Joseph, tu disais, c'est-à-dire que comment, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment on accepte de travailler, de se mettre en commun, de faire des associations où on traite des questions sociales ensemble, et que chacun peut prendre sa part, et par rapport à la question de la psychose, c'est-à-dire que, là c'est quelque chose que moi en tout cas je ne suis pas souvent confronté, c'est-à-dire que par exemple j'avais une personne que je recevais à un moment et qui au début quand il parlait de maladie, je suis commencé en maladie, tout ça, et elle me disait, à partir d'un moment il me disait, mais vous n'aimez pas qu'on parle de maladie? À ce moment-là, je n'aimais pas qu'on parle de maladie, parce que dès qu'on parlait de quelque chose qui le dérangeait, il disait, mais je suis malade. Donc à ce moment-là, de mettre ça, la maladie en avant, ça ne réglait aucune question. Mais maintenant, on peut parler de maladie, c'est-à-dire que l'idée, c'est à quel moment, comment on peut accompagner quelqu'un. Est-ce que c'est pour se protéger, pour aller plus loin dans quelque chose, ou alors est-ce que c'est pour rentrer dans quelque chose de créatif? La vie, finalement, ça amène que de la maladie, la vie est pleine de cris. Mais Joël, elle a des questions précises. Est-ce qu'on dit à une psychiatrie gentille? Par rapport à ça, parce que là on parle de psychose, et dans l'imaginaire c'est incurable, on est d'accord. Et du coup, et là vous parlez de crise en fait. Alors la psychose c'est tout le temps, on est tout le temps psychotique. C'est pour ça que je dis que, c'est-à-dire que la vie finalement, est-ce que la vie est incurable ou curable? C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la vie. La vie est incurable, mais la psychose, oui. La psychose, il y a aussi des manières de vivre avec, c'est comme toute autre façon d'être, c'est une façon particulière peut-être d'être, et c'est cette spécificité-là qui est intéressante, de comment on vit avec les choses qui nous travaillent, et c'est là où je dis que des fois, l'idée de celui qui reçoit quelqu'un dans ce cas-là, c'est comment on se laisse déranger nous-mêmes dans nos petits arrangements, parce que c'est des arrangements de chacun. Par rapport à ce que, quand Nadia qui parle de petits arrangements, en fait, au début, quand le dispositif s'est développé, ils se sont dit on va recevoir les personnes et on va convoquer les familles en thérapie familiale. Ça n'a pas du tout marché. En fait, personne ne bénéficiait de la thérapie familiale classique. Et donc, ils se sont dit, en fait, à chaque fois, ils ont eu évidemment des espèces de moments où les choses n'étaient pas faciles, où ça bloquait, où ils ont été des déboires. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'à chaque fois, quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que nous on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé, et en fait ils sont moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils sont dans une remise en question permanente de leur propre pratique et non pas dans quelque chose qu'on entend souvent en réunion en back-office dans le service, c'est-à-dire lui c'est une impasse thérapeutique, lui franchement il est vide, lui son discours il est pauvre. Plutôt que de dire ça, en fait, on peut dire ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, ou qu'est-ce que j'ai fait qui empêche que ça puisse se tisser pour l'instant, en fait, mais pour l'instant. Et pour répondre à ta question par rapport à la violence à l'hôpital, il y a des études qui parlent de cette violence, il y a des études qui montrent que l'hôpital est traumatique pour beaucoup de patients, par la mise en isolement, par la contention, mais par beaucoup d'autres choses.
que les droits des patients ne sont pas respectés à l'hôpital, mais des petites choses, hein, la mise en pyjama, prendre le téléphone portable, les repas, même la question dans les lieux de vie, par exemple, d'imposer certaines règles. Ça c'est un long débat. Je pense que dans le dispositif qu'ils ont développé, les personnes sont tout de suite prises en compte. En fait. Quand il y a un moment qui est difficile, la personne va tout de suite être entendue, ou le proche, ou même il y a des professionnels qui peuvent appeler. Par exemple, je suis éducateur à l'ASE, je suis en difficulté avec un enfant, j'appelle et je dis voilà, je suis en difficulté, est-ce que c'est possible de faire une réunion? Et donc ils sont aussi disponibles pour ces personnes-là. Aujourd'hui, avec l'appauvrissement du secteur, qui quand même est non négligeable en fait, les personnes, lorsqu'elles appellent en CMP, on leur dit un rendez-vous dans 2 mois, 6 mois, en pédopsie c'est encore pire, et donc les personnes en fait arrivent aux urgences. Et quand elles arrivent aux urgences, il n'y a pas toujours de psy. Les personnes vont être, ou elles peuvent être amenées évidemment par la police et tout ça. Et donc ça fait tout de suite augmenter le niveau de violence en fait. Si la personne elle attend sur un rencard pendant 12 heures alors qu'elle est ultra angoissée ou persécutée ou je ne sais quoi, il y a un espèce de cycle comme ça qui se met en route de la violence où on n'est pas entendu, on n'est pas reçu, les proches se sentent abandonnés, les proches craquent parce qu'en fait ça génère aussi de la souffrance. On a beaucoup... en fait, c'est la crise en elle-même, mais tout le monde à l'épreuve, en fait. Et donc, c'est hyper important de prendre tout le monde en compte à ce moment-là. Et en court-circuitant ça, en fait, en chantant toutes ces arrivées tardives dans les soins, peut-être qu'il y a une grande partie de la violence qui est empêchée, en fait. Enfin, qui est évitée. Ouais. Non, moi j'avais une question sur le niveau de disponibilité et de vigilance que demande un dispositif comme celui-là, parce que ça pose souvent cette question, la question d'accompagnement de la crise, la vigilance que ça demande, qu'on craint que la personne se mette en danger elle-même. Et du coup, qu'est-ce que ça donne dans ce dispositif-là? Parce que tu as commencé par dire, la personne qui répond, elle s'engage sur, je sais pas, peut-être 10 jours, puis tu fini par dire 10 ans, 20 ans, peut-être toute sa vie. Et du coup, qu'est-ce que ça donne cette demande de disponibilité et de vigilance que demande un accompagnement de crise sans passer par la case de psychotrope directement? C'est-à-dire que, je ne sais pas si je vais répondre correctement, mais en fait on se rend compte déjà au niveau des équipes, il y a beaucoup moins de turnover, il y a une vraie cohésion en fait, des équipes, le fait d'avoir été formés tous ensemble, d'être dans cet esprit-là où en fait ils vont tous être à un moment ou à un autre amenés aussi à travailler ensemble avec cet esprit-là. Il y a quelque chose aussi qui se fait qui est, je pense, hyper aussi sécurisant pour les professionnels, de dire qu'ils peuvent compter les uns sur les autres, et c'est en tous les cas moi dans les secteurs que j'ai fait, donc je ne peux pas parler des autres secteurs ou des autres endroits, c'est pas du tout l'ambiance générale, où en plus à ça se surajoute une ambiance sécuritaire où on va te demander si tu as prescrit, si tu as prescrit et que tu savais qu'il n'avait pas son traitement, est-ce que tu lui as dosé le traitement dans le sang? Est-ce que, il y a quand même je pense qu'il y a aussi une autre, en France il y a quand même des psychiatres qui ont été condamnés. Il y a ce décret qui est sorti, il y a quand même une ambiance sécuritaire autour des soins qui est non négligeable et qui du coup est toujours présente à l'esprit, je pense, en France, de cette épée de Damoclès où la limite peut être très fine entre le moment où on va décider de faire confiance en l'autre et on va se dire qu'on va prendre cette décision ensemble, etc. Et le moment où en fait ça va être pris pour quelque chose de laxiste, ou je sais pas si ça répond pas trop. Si, au niveau de la disponibilité, en fait, il y a la première personne qui reçoit la demande d'aide, constitue un binôme, et ils vont accompagner la personne concernée tout au long du suivi. Ils s'engagent peut-être sur 35, 48 voilà. heures, ça m'a phare, Ces personnes-là s'organisent aussi elles-mêmes pour être disponibles
pour la personne qu'elle suit, et dans vraiment un esprit de cohérence. Et c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas heurtées elles-mêmes dans leur propre planning, elles n'ont pas de... Et du coup, il y a l'organisation du soin est fait de telle façon que le professionnel de santé puisse aussi accueillir et être disponible de cette façon-là. Et après, je voulais aussi dire pour Joanne, en ce qui concerne la violence et la stigmatisation, en fait, les réunions de traitement qui sont proposées sont à la demande de la personne concernée, soit chez elle, soit dans des lieux publics, on peut imaginer aussi dans des bars ou des cafés, soit dans des bureaux qui sont spécialement conçus pour recevoir des entretiens. Et c'est toujours à la demande de la personne concernée. On a eu un exemple quand on était là-bas la première fois où c'était un bûcheron qui avait demandé une réunion de traitement et ils sont déplacés dans la forêt, ils ont fait une réunion de traitement dans la forêt. Du coup, voilà, pour la violence et la stigmatisation, il y a beaucoup de choses comme le pyjama, la contrainte ou l'hospitalisation qui sont traitées. Est-ce que les arbres, c'est des psychologiques des arbres? Camille. Voilà. Ah. C'est fort. Non, mais ce qui est intéressant par rapport à la question de la disponibilité, c'est de se dire que la désinstitutionnalisation de la maladie ne suppose pas moins de moyens. Ça veut dire que ça suppose énormément de moyens humains, et que c'est pas là pour le coup la paire désinstitutionnalisation baisse des coûts est questionnable. Mais les Américains, ils ont fait des études pour voir au niveau justement des coûts et ils se sont rendus compte que c'était plus rentable de fonctionner comme ça parce que les patients se chronicisent. Oui, c'est certes, mais après c'est toujours aussi la rationalité économique que j'imagine les gens qui promeuvent ces politiques se sentent obligés de mettre en avant pour dire oh, bah, vous voyez, ça coûte moins cher. Voilà. Après, c'est peut-être réel par ailleurs, mais il y a toujours cette ambivalence-là qu'on en a. Ça pour le secteur, et l'argument est comme ça. Oui, voilà, c'est un argument technicien d'une certaine manière. Après, je pense que par ailleurs, sûrement ça coûterait un peu moins cher. Après, par rapport à la question de moi, il y avait des choses qui m'avaient intéressé. D'abord, il y avait cette question de qui soigne-t-on, et que à travers cette réunion de traitement, on voit bien que, on voit en tout cas, c'est ce qui est percevable, c'est que ce qui est soigné, c'est aussi le collectif. Le collectif de la famille, et éventuellement beaucoup plus largement quand, je ne sais pas, peut-être les professeurs sont convoqués à cette réunion de traitement, si c'est un lycéen, ou, etc. Et qu'il y a cette question aussi voilà, cette question du collectif qui est un des sujets à soigner. Et après, l'autre chose, sur la question de la crise, parce qu'en effet, on voit bien qu'il y a une centralité du moment de la crise dans l'organisation du soin. Et j'ai l'impression aussi que, et là tu me diras si je me trompe, que ce n'est pas simplement la crise, mais c'est la première crise. Au sens où, quand on regarde le dispositif de l'Open Dialogue, on a l'impression qu'il y a une sorte de course de la montre qui commence au moment du premier appel pour faire en sorte, d'une certaine manière, que le trouble ne soit pas incorporé et qu'il n'y ait pas de forme de chronicisation de la maladie. Et que c'est à ce prix-là, c'est-à-dire au prix de prendre le trouble au premier moment, d'arriver à le comprendre, à le lire et à le rejouer à l'échelle du collectif, à l'échelle de la famille, de la société, etc. Que c'est à ce prix-là que le trouble devient à un moment donné, ne sera pas incorporé, et où la possibilité de se passer de l'hospitalisation, des neurologiques est possible. Et ça rejoint aussi l'idée que d'une certaine manière, alors j'avais lu là aussi sur la question que justement en Laponie, il y avait un manque, c'est-à-dire qu'il y avait plutôt, on était plutôt dans une situation d'une forme de désert thérapeutique, où il y avait un hôpital, donc très peu de choses, contrairement par exemple à la situation de la France, où il y a une histoire de ces institutions, une présence institutionnelle avec des malades, des patients chronicisés, des psychiatres, voilà, etc. Alors que là, non, d'une certaine manière, c'était beaucoup plus fragile,
et que d'une certaine manière aussi, ça a été finalement favorable à l'instauration d'autre chose. Alors justement, là où ils étaient, donc l'hôpital de Kéropoda, c'était un hôpital asilaire classique avec des patients qui étaient là depuis 30 ans. Et bien sûr, ce dispositif-là, il est encore, je pense, beaucoup plus bénéfique dans une première crise, parce qu'on ne rentre pas dans ce dispositif, dans tout ce cercle vicieux. En fait, ils ont pu, avec les personnes de l'hôpital qui étaient là depuis 30 ans, faire tout un tas de choses. Toutes ces personnes-là sont sorties les unes après les autres et sont retournées, entre guillemets, à la société. Et sauf, je crois qu'il en restait un qui était... Et donc, du coup, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas que, justement, pour un premier épisode, etc. Même si c'est sûr que de ne pas vivre l'institutionnalisation, les traumatismes, les violences, etc. de l'hôpital, tout ça, sûrement que c'est encore plus bénéfique, mais je pense que ça peut tout à fait se faire avec des personnes qui sont, entre guillemets, chroniques. Je pense que la question des traitements, là, elle intervient énormément. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dont on dit chroniques, dont on dit que c'est des impasses thérapeutiques ou des schizophrénies résistantes, etc., pour lesquelles on va faire des sismothérapies. Et c'est la surenchère. En fait, un neuroleptique ne marche pas, on en a un autre, puis on en met deux, puis en fait on met un thymorégulateur en plus. Des fois, à la fin, on se met plus, c'est la colonisation. Il n'y a pas d'un rapport à stabiliser au médicament. Et en fait, ils considèrent, il y a pas mal de psychiatres qui considèrent que la personne, en fait, en étant aussi médiquée, en fait, n'a plus accès à aucune de ses ressources, en fait, pour pouvoir faire face à ce moment difficile. Donc, il faudrait aussi voir, dans ce contexte-là, comment on fait avec ces personnes-là qui ont des neuroleptiques depuis 20 ans, 30 ans, qui ont des séquelles, en fait, de ça. Qu'est-ce qu'on fait si on les accompagne, qu'on réduit progressivement, qu'est-ce qui apparaît, et les personnes en soins qui ont eu une diminution justement de leur médication expliquent comment petit à petit les émotions vont revenir, comment les souvenirs vont revenir, mais les choses à la fois agréables, mais aussi les choses très douloureuses, les traumas, etc. Et tout ça, il faut l'accompagner. Mais peut-être que c'est plus difficile, en utilisant le mot du rétablissement, de se rétablir en étant sous cloche avec une ordonnance longue comme le bras, quoi. Il y a un atout aussi de l'open dialogue et que je trouve fondamental, c'est le fait que la famille, donc les proches, mais c'est aussi le réseau, les voisins, les policiers, les enseignants, tous ceux qui sont impliqués dans la vie de la personne soient reçus, entendus, écoutés, soient interrogés ou même stigmatisés ou jugés, mais participent. Ça change beaucoup de choses et ça participe vraiment de la réunion de traitement et des professionnels de santé dans la et je propose, Camille, que tu clôt les échanges. Je suis désolé parce que vraiment j'y tiens beaucoup. Qu'on ait un peu de temps de composition un peu commune après, qu'on va tenter. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler parce que j'ai pris plusieurs fois le micro. Bon, c'est dans 10 minutes. C'est juste, en fait, parce que c'est quelque chose que tu disais par rapport à l'importance du collectif et que du coup c'est un collectif qui est soigné et du coup moi je m'interrogeais précisément sur l'amont, puisque vous dites que quand les gens appellent, je m'interrogeais sur justement tous ceux qui sont isolés et qui n'ont pas, comment est-ce qu'il y a accès à, par exemple, très typiquement, mais ça touche à des cas, tu as parlé d'Émilie par exemple, ou des cas par exemple des mineurs isolés non reconnus par l'ASE, donc que personne ne peut alerter sur leur cas, ou qu'il n'y a pas de système autour, ou de gens comme ça qui sont hors tout, comment ça peut marcher en fait? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès, au-delà de ce que tu as dit, de gens qui arrivent par les urgences, et du coup c'est une forme de maltraitance qui leur est réservée? C'est quoi les biais en fait aussi pour que ça soit accessible Alors si c'est des professionnels qui appellent, tout à l'heure on parlait de l'ASE, mais donc ça peut être dans ce contexte-là, ça peut être des professionnels, et alors les professionnels sont reçus lors de la réunion de traitement. Après pour la question de la précarisation, en Finlande il fait -17, du coup c'est là que s'est créé le dispositif quand même d'avoir d'abord un logement et ensuite de réfléchir au reste, parce qu'en fait je pense que c'était une nécessité
climatique. Et du coup, je pense qu'au niveau, du sans-abrisme, les Finlandais sont très très loin par rapport à nous, quoi. Donc peut-être que cette question-là, elle se pose moins qu'ici, où on laisse les gens... voilà. Donc du coup, nous, quand on y allait la deuxième fois, on était dans un hôtel. Et dans cet hôtel-là, il y avait aussi des sans-abri. Il y a plein de dispositifs comme ça, justement pour ne pas laisser les gens à la rue, parce que c'est pas possible, sinon ils meurent. Donc ouais, peut-être que aussi par ce biais-là, après, voilà, c'est tout ce que je peux dire, je sais pas vraiment. Je suis navré, mais on va faire, parce que ça serait trop... j'ai un peu trop dense, si on ne peut pas avoir un peu de choses, ça va retrouver. Et on se retrouvera aussi un peu de mettre en place des choses. Je rappelle juste qu'avec Camille, on organise une rencontre en septembre à laquelle certains parmi vous seraient invités à intervenir entre la Bellone et la conquête. Je voudrais savoir si vous sont intéressés par les listes Je vais faire savoir par les listes des convenants, donc cette rencontre, tu te souviens de la date, Camille? Le 16 septembre à la Bellone. Le 16 septembre à la Bellone. Il y aura Maëva, il y aura des amis d'autres lieux, etc. Bon, donc en termes d'ingénierie un peu de mise en perspective, il y a déjà un rendez-vous dans notre tête. Mais voilà, et on m'a demandé de rappeler encore c'était à ce soir, 8h30, tout ça, ceux qui veulent assister. Et on se retrouve Non, et juste pour ceux que ça intéresse, et je pense que ce sera beaucoup mieux que si c'est moi qui parle. En fait, le gars qui a créé, le professeur qui a créé ce dispositif Open Dialogue, il est à Paris la semaine prochaine. Mercredi, il reste des places online, et puis après, il y a un stage et une recherche ça. Donc, si vous êtes intéressé, ça peut peut-être, ce sera mieux moi. Voilà. Dans quel cadre? À Paris, avec notre association. Voilà. Du coup, dites-nous si ça vous intéresse. Ok. Les infos sur le